Une vallée verdoyante, entourée de montagnes imposantes au monde enneigé. Des lacs et rivières aux eaux limpides. Bienvenue à la vallée du Swat au Pakistan, qu'on appelle aussi la Suisse de l'Orient. Un véritable joyau, autant historique que naturel. Mais, en 2007, tout bascule. Les talibans envahissent la vallée. Leurs cris résonnent entre les montagnes et la terreur s'installe. Le bruit des bottes lourdes et le son de leur radio de propagande résonnent dans l'air calme de la vallée, marquant l'arrivée d'un nouveau régime. Et pourtant, une fillette à peine âgée de 11 ans, sans armée derrière elle, sans protection, juste un cartable, un cahier, un stylo et une conviction farouche qui lui vient de son père, que l'éducation se doit d'être accessible à tous et à toutes. Là où d'autres se cachent, elle ose parler. Là où d'autres se taisent, elle écrit. Chaque mot qu'elle écrit est un acte de rébellion. Chaque phrase devient une menace pour ceux qui craignent la vérité. Comment cette enfant a-t-elle tenu tête à l'obscurantisme ? Et pourquoi son nom, aujourd'hui, doit rester connu du monde entier ? Malala naît le 12 juillet 1997 dans une maison modeste de Mingora. Chez les Yousafzai, la pauvreté est une compagne silencieuse, mais elle n'éteint jamais la générosité du foyer. Sa mère, Tourpekai, prépare les repas sur un feu à même le sol et fait la lessive au robinet de l'école voisine. Pourtant, la porte de leur maison est toujours ouverte. Ils hébergent souvent ceux qui n'ont nulle part où aller, partageant le peu qu'ils ont. Son père, Ziauddin Yousafzai, est un homme de principe, militant passionné et directeur d'une école. Il croit en une éducation accessible à tous et à toutes, riches comme pauvres. Dans son établissement, sur les 800 élèves, une centaine étudient gratuitement. Chaque matin, Malala l'écoute discourir avec ferveur. L'éducation est la lumière, dit-il souvent. Et ces mots résonnent en elle comme une promesse. L'école devient son sanctuaire. Le bruit du crayon qui gratte le papier, l'odeur des cahiers fraîchement ouverts, le chuchotement des pages tournées. Chaque leçon est une porte ouverte vers l'avenir. Ses amis rêvent d'être médecins, mais Malala, elle, se voit déjà politicienne ou inventeuse. Au dehors, la vallée vit encore insouciante. Les marchés débordent de couleurs et d'odeurs épicées. Les rivières chantent sous les ponts de bois, et les rires des enfants s'élèvent dans l'air du soir. Jusqu'au jour où tout change. D'abord, une simple voix. Une radio pirate portée par la brise du soir, qui prêche la morale et la vertu. Fazlullah, le mollah à la voix envoûtante, parle aux foules. Il commence par inciter les auditeurs à adopter de bonnes habitudes, pieuses, d'arrêter les drogues, et beaucoup commencent à l'apprécier pour ça, car ils partagent les mêmes valeurs. Puis, petit à petit, il condamne la musique, puis les films. Les hommes doivent porter la barbe. Ensuite, ce sont au tour des femmes, qui doivent rester à la maison. Enfin, il est interdit aux filles d'aller à l'école. La voix devient loi. Les salons de beauté ferment, les barbiers sont bannis, et les femmes se font insulter au marché. Puis, la peur prend un visage. Les premiers attentats commencent. D'abord la nuit, sur des écoles vides, puis en plein jour, avec des bombes humaines. Un matin, une lettre est scotchée sur le portail de l'école de Malala, qui est celle de son père. Vous enseignez aux filles, vous avez un uniforme non islamique, cessez, ou vous aurez des ennuis, et vos enfants vous pleureront. Son père imprime alors des tracts. L'instruction n'est-elle pas un droit pour ses enfants ? Il distribue ces mots comme des armes, mais il sait qu'il est en danger. Si quelqu'un doit mourir, que ce soit moi, dit-il un soir à Malala. Elle, pourtant, refuse de se taire. Elle commence à écrire un blog sous un pseudonyme pour la BBC. Ces mots racontent l'horreur du quotidien.
Ils ont commencé à fouetter les femmes qui allaient faire leurs courses. J'avais peur de porter mon uniforme d'école. Le silence n'est plus une option. Elle témoigne, elle alerte. Son combat a commencé. L'année 2009 marque un tournant. Les talibans imposent une chape de plomb sur la vallée du Swat. L'armée pakistanaise tente de les repousser, mais la peur est déjà ancrée. Chaque jour, les explosions résonnent dans les montagnes, les marchés se vident et les cadavres s'entassent à l'aube sur la place publique. Un avertissement glaçant pour ceux qui oseraient défier leur autorité. Malala et sa famille sont pris au piège. Son père, dont la voix a longtemps porté la résistance, est désormais une cible. Son ami, Zaid Khan, militant comme lui, est abattu en plein jour. On murmure que Ziauddin Yousafzai est le prochain. Mais la flamme de la révolte brûle toujours en Malala. Malgré la menace, elle continue de parler, d'écrire. Son blog anonyme pour la BBC devient une arme, un témoignage poignant du quotidien sous la terreur. Ce matin, j'ai failli ne pas aller à l'école. J'avais peur. Peur que quelqu'un nous attaque. Mais si je laisse la peur gagner, alors ils auront gagné. À 11 ans, elle devient la voix de toutes ces filles privées d'avenir. Puis un jour, son anonymat vole en éclats. La presse locale découvre qui est derrière le journal d'une écolière pakistanaise. Malala ne se cache pas. Elle donne des interviews et rencontre des officiels. En 2011, à 14 ans, elle est nominée pour un prix international de la paix et en reçoit un national pour celle des jeunes, qui sera plus tard renommé en son honneur en prix Malala pour la paix. Mais cette lumière attire l'ombre. En octobre 2012, une menace plane dans l'air. Un site internet taliban annonce que Malala doit être tuée. Son père refuse la protection de la police. Il sait que s'il se déplace avec des gardes, une attaque suicide fera encore plus de victimes. Nous sommes maintenant le 9 octobre 2012. Malala a maintenant 15 ans et est considérée comme une femme dans son pays. Elle se réveille sans se douter que cette journée marquera un tournant irréversible. Elle ne sait pas encore que ce sera la dernière fois qu'elle verra sa maison. Elle enfile son uniforme d'écolière, lisse son châle et attrape son sac de cours. Ce matin-là, elle a un examen. Sa seule préoccupation, c'est de ne pas faire d'erreur comme l'examen de la veille. Après les cours, elle rejoint ses amis et monte dans la camionnette scolaire qui la ramène chez elle, une routine familière. Elles sont une dizaine d'écolières, bavardant et riant à l'arrière du véhicule. À travers les fenêtres entr'ouvertes, l'air chaud de Mingora s'engouffre, chargé de l'odeur des épices et du bois brûlé. La route, elle, est toujours la même. Une route bétonnée mais poussiéreuse, entourée d'immeubles bordés d'échoppes. Mais aujourd'hui, quelqu'un les attend. Après avoir passé un barrage policier, le bus s'engage sur une route, un raccourci qu'il a l'habitude de prendre. Mais aujourd'hui, cette route est étrangement vide. Puis brusquement, un obstacle. 2 hommes armés surgissent de nulle part et forcent le chauffeur à stopper net. L'un des hommes grimpe à bord du bus. Il porte des vêtements sombres et poussiéreux et un foulard sur la moitié du visage. Ses mains, pourtant tremblantes, tiennent fermement une arme. Son regard balaye l'habitacle. Il parle enfin, d'une voix froide, tranchante. Qui est Malala ? Un silence glacial s'abat sur les jeunes filles. Personne ne répond. Mais dans ce silence, un seul geste la trahit. Malala tourne instinctivement la tête vers lui. Elle n'a même pas le temps de parler. 3 détonations éclatent. L'écho des coups de feu emplit l'habitacle. Tout ça n'aura duré que quelques secondes. La douleur est fulgurante. Une balle transperce son crâne, juste au-dessus de l'œil gauche, avant de descendre le long de son cou et de s'arrêter près de l'omoplate. 2 de ses camarades, Shazia et Kainat, sont également touchés. Le silence explose en hurlements. Les filles pleurent, crient, s'agrippent les unes aux autres. Le sang de Malala imbibe son châle, coule sur le banc de bois. Elle ne bouge plus. Les talibans s'enfuient immédiatement, laissant derrière eux une scène de terreur. Mais ils ne se cachent pas. Ils veulent être vus. Ils veulent envoyer un message clair. Ils sont partout.
Ils peuvent frapper n'importe qui, n'importe où. Même sous le nez de l'État pakistanais, puisque le barrage routier n'est encore qu'à quelques mètres. Le chauffeur, paniqué mais réactif, redémarre en trombe. Il fonce vers l'hôpital. Dans le bus, Moniba, la meilleure amie de Malala, la serre contre elle, alors que son sang s'écoule sur elle. Malala ne parle plus. Son corps est inerte. L'urgence est absolue. Le chauffeur appuie sur l'accélérateur. À l'hôpital de Mingora, la confusion est totale. Des caméras de télévision n'ont même pas attendu longtemps avant d'arriver. Ils sont même arrivés avant elle. Les médecins tentent de stabiliser Malala, mais ses blessures sont trop graves. L'armée intervient. Un hélicoptère les transporte en urgence à Peshawar, une autre ville avec un meilleur hôpital. Son père, en apprenant la nouvelle, sent son monde s'écrouler. Il a toujours cru que si les talibans frappaient, ce serait lui qu'il viserait, pas sa fille. À Peshawar, les médecins se battent pour la maintenir en vie. Et l'armée la protège. Des hommes armés sont partout, sur les toits, à chaque entrée. Personne ne peut entrer dans l'hôpital. Mais le cerveau de Malala enfle dangereusement. Les chirurgiens doivent retirer une partie de son crâne pour alléger la pression. Mais les complications s'enchaînent. Malala développe une infection, une septicémie. Ses reins cessent de fonctionner. Les heures passent et l'espoir s'amenuise. Finalement, une décision est prise. Malala doit être évacuée en urgence vers le Royaume-Uni. Le gouvernement saoudien propose un avion médicalisé. Le 15 octobre, elle est transportée à Birmingham. Le lendemain, après une semaine, elle ouvre enfin les yeux. Le néon blafard du plafond l'aveugle. Elle entend un bourdonnement, le bruit des machines autour d'elle. Elle ne reconnaît rien. Elle pense qu'elle est encore au Pakistan. Elle panique. Puis, elle murmure une prière. « Merci Dieu, je ne suis pas morte. » Mais où sont ses parents? Sont-ils en sécurité? Pourquoi n'entend-elle pas leur voix? Pendant des jours, elle est seule. Son père n'a pas pu partir avec elle immédiatement. Le gouvernement pakistanais retarde son départ. Sous prétexte, il pourrait demander l'asile politique. Pendant ce temps, le monde s'émue. Partout, des voix s'élèvent. Des chefs d'État condamnent l'attentat. Gordon Brown, ancien Premier ministre britannique, lance une pétition sous le slogan « I am Malala », exigeant que chaque enfant puisse aller à l'école. Des lettres affluent du monde entier. Beyoncé et Angelina Jolie lui écrivent une carte. Madonna lui dédie une chanson. Lorsqu'enfin, elle apprend que sa famille va la rejoindre, Malala éclate en sanglots. Mais sa première demande est inattendue. « Apportez-moi mon cartable. J'ai des examens à réviser. » Malala n'a pas changé. Mais le monde autour d'elle, lui, a basculé. Enfin guérie, Malala refuse de se taire. Elle sait que l'attentat n'était pas seulement une attaque contre elle. C'était une attaque contre l'éducation, contre l'avenir de millions de filles. Elle prend la parole devant l'Assemblée des Nations Unies, le jour de son 16e anniversaire. Drapée dans un châle qu'elle a reçu dans un des nombreux cadeaux lorsqu'elle était à l'hôpital, elle déclare « Prenons nos livres et nos stylos, ce sont nos armes les plus puissantes. Un enfant, un professeur, un livre et un stylo peuvent changer le monde. » La salle retient son souffle et les applaudissements éclatent. En 2014, à seulement 17 ans, Malala reçoit le prix Nobel de la paix, devenant la plus jeune lauréate de l'histoire. Ce prix n'est pas seulement pour moi. Il est pour ces enfants oubliés qui veulent une éducation. Pour ces enfants effrayés qui veulent la paix. Pour ces enfants sans voix qui veulent le changement. Elle fonde le Malala Fund, qui finance l'éducation des filles dans plusieurs pays. Elle voyage, rencontre des réfugiées syriennes, des jeunes filles en Afrique, des écolières au Pakistan. Elle écrit son autobiographie, Moi, Malala, un best-seller mondial. Elle recevra plus de 17 prix, de tous les pays, dont le prix
Simone de Beauvoir, en France, pour la liberté des femmes, que son père viendra récupérer à sa place en disant « Dans la partie du monde où je vis, la plupart des gens sont connus grâce à leur fils. Je suis l'un des rares pères qui a la chance d'être connu pour sa fille. Elle ne pourra rentrer chez elle qu'en 2018, à 20 ans, mais seulement pour un court séjour, car elle est encore aujourd'hui menacée par les talibans. Mais une chose ne change pas. Elle est toujours cette fille qui veut juste aller à l'école. C'est donc en Angleterre qu'elle vit, va à l'université et continue à lutter pour l'éducation des filles dans le monde. Et le 10 novembre devient officiellement la journée Malala, dédiée à l'éducation des filles. L'histoire de Malala Yousafzai n'est pas seulement celle d'une jeune fille qui a survécu à une balle en pleine tête. C'est celle d'un combat universel contre l'oppression, contre l'extrémisme, contre toutes les formes de fascisme, qui cherchent à réduire en silence ceux qui osent penser autrement. En 2007, les talibans de Maulana Fazlullah ont pris le contrôle de la vallée du Swat, comme tant d'autres régimes autoritaires l'ont fait dans l'histoire. Par la peur, la manipulation des foules et par l'effacement progressif des libertés. C'est ainsi que fonctionne le fascisme. Il ne s'impose pas brutalement d'un seul coup. Il s'installe progressivement, en habituant les esprits à l'inacceptable, en supprimant peu à peu la diversité des voix, en convainquant les peuples que la répression est une nécessité. Regardons le monde aujourd'hui. Des gouvernements interdisent les livres qui dérangent. Des journalistes sont arrêtés pour avoir dit la vérité. Des femmes perdent leurs droits, une à une. Des minorités sont persécutées au nom d'une pureté idéologique. Le fascisme revient toujours sous une autre forme. Parfois religieux, parfois politique, parfois même sous couvert de modernité. Mais il y a une leçon que l'histoire de Malala nous enseigne. Il suffit d'une seule voix pour résister. Une seule fille, de 15 ans, sans armes, sans pouvoir, avec seulement un cahier et un stylo, a fait trembler des hommes armés jusqu'aux dents. Elle a brisé le mur du silence. Elle a fait reculer la peur. Et aujourd'hui, son combat continue. Si une enfant peut défier des extrémistes capables de tuer pour garder leur pouvoir, alors nous tous et toutes, avec nos voix, nos votes, nos choix quotidiens, avons le pouvoir de nous opposer à l'obscurantisme, où qu'il soit. Malala nous a prouvé une chose essentielle. Le courage d'une seule personne peut déclencher un mouvement mondial. Nous n'avons plus d'excuses pour nous taire. Nous sommes tous et toutes Malala. Hello! J'aimerais encore vous prendre 2 petites minutes, puisqu'à la fin de chaque épisode, j'aime vous donner une petite recommandation perso d'une créatrice de contenu française qui fait un travail que j'admire beaucoup, qui m'inspire et qui mérite toujours plus de succès. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Barbara, du compte « Il était une fois », qui fait un super travail de vulgarisation en théologie pour lutter contre l'islamophobie et l'antisémitisme. Elle s'engage activement dans la promotion du dialogue interreligieux et la sensibilisation aux discriminations religieuses. Et ça, aujourd'hui, c'est plus que nécessaire. Alors n'hésitez vraiment pas à aller découvrir ce qu'elle fait et à vous éduquer. Je vous mets tous ces liens dans la description de cet épisode. C'était Camille et merci d'avoir écouté mon podcast. Je vous donne rendez-vous au 1er mai pour le prochain épisode. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à noter le podcast et à mettre un petit commentaire. Ça m'aide beaucoup. Je suis aussi sur Instagram où vous trouverez des infos additionnelles à mes épisodes et d'autres histoires courtes. Et sur Threads pour ceux qui sont curieux un peu de l'envers du décor. Je vous dis à bientôt.